Jean-Laurent Hens, donc association Gare Nature et observateur naturaliste des écosystèmes méditerranéens. Je vais essayer d'être optimiste, c'est pas mon fort. Donc sur deux points. D'abord, finalement, un expert, c'est, me semble-t-il, parfois un amateur salarié par rapport à un amateur qui ne serait pas salarié. Donc on fait souvent des différences dans les présentations. Voilà, on peut se poser aussi la question du niveau de différence. Et deuxième chose, un point dont on n'a pas parlé, c'est la formation justement des amateurs et des novices. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que dans le cadre des sciences participatives, on puisse imaginer que les gens qui ne connaissent rien au départ soient formés? Monsieur Corbara l'a un peu évoqué en termes techniques, mais là j'irai plus loin en termes scientifiques. Jusqu'à quel niveau est-ce que donc les personnes à l'Assemblée peuvent nous donner leur avis là-dessus? Jusqu'à quel niveau on peut imaginer que des novices au départ soient formés pour participer vraiment à la collecte d'informations scientifiques? Vous avez tout à fait raison sur l'aspect formation. On va y revenir. Vous savez aussi que c'est le cadre d'un des ateliers. Je regardais, c'est un atelier c'est l'atelier 4 en particulier qui reviendra sur le sujet. Bruno, est-ce que peut-être tu préciserais un certain nombre de choses? Moi, je dirais, à travers deux exemples que je connais un peu dans lesquels tu as trempé. Le premier, autour de par exemple, comment sont formés ou se forment les gens de l'association Alcide Orbini qui est près de chez toi. Ouais. Et l'autre exemple, tu l'as abordé sur les parataxonomistes, qui est une autre type d'expérience. Alors, deux choses. Expert, novice, moi je dirais que par rapport aux amateurs, je suis un novice en entomologie, quoi. Moi j'organise des grandes expéditions qui consistent à récolter des centaines de milliers d'insectes, mais je le dis, mais c'est sans fausse modestie. Je suis un tout petit à côté de ces amateurs qui sont des experts, enfin qui sont en entomologie depuis l'âge de 5 ans pour certains d'entre eux. C'est leur passion, c'est la passion de leur vie. Ils ont un métier, mais ça fait 40, 50 ans, voire plus, hein, puisque ceux qui viennent à nos expéditions sont plutôt des jeunes, mais voilà, il y a des gens qui ont consacré 60, 70 années de leur vie à un groupe très précis. Donc ce sont les experts du moment. Je rebondis sur ce qu'a dit Bertrand Schatz, hein, clairement, dans certains domaines comme l'entomologie, la plupart des espèces nouvelles décrites à l'heure actuelle, je crois que 50% sont décrites par des amateurs. Alors, à définition après amateur, on va dire des non-salariés, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas dans l'institutionnel. Maintenant, former des experts, hein, bien par définition, ça prend du temps, quoi, hein. Donc, comment impliquer des amateurs ou des citoyens? Moi, je préférerais dire, on va rester sur le terme d'origine, hein, des citoyens. Comment former des citoyens donc à leur implication dans des projets du type de ceux qui nous intéressent? Ça peut se faire en un jour. Ça dépend du degré d'expertise de ce qui est demandé. Moi, je crois beaucoup plus à l'implication des citoyens dans des projets avec une réflexion en amont, justement, sur des choses relativement simples et avec des retours, avec une information en permanence, avec un retour en permanence. Après, que des amateurs, mais qui ont un haut degré d'expertise, rentrent dans des projets scientifiques, c'est tout. Moi, je pense que c'est tout à fait normal. Mais je voudrais mettre un bémol par rapport à ce que tu dis, Vincent. Il y a encore des réticences, et des deux côtés, hein. C'est encore deux mondes qui ont du mal à cohabiter. Donc j'en ai fait une allusion dans le sens où un certain nombre d'amateurs, au sens noble du terme, qui aiment ce qu'ils font, qui sont des experts, mais qui ont une vision de leur passion qui est totalement parfois en décalage avec nos attentes, nous, scientifiques. Donc clairement, pour prendre un exemple, une personne qui vient au Vanuatu, qui est experte sur un groupe, les Pompilidés, un groupe de guêpes, et à qui on demande de travailler sur des sites bien spécifiés, qui lui dit mais c'est absurde, les pompiles, moi je les trouvais plutôt là-bas. On lui dit oui, tu pourrais aller les chasser là-bas, mais nous ce qui nous intéresse c'est que tu fasses le protocole, et tu es venu pour ça, je t'ai fait venir pour ça, que tu fasses le protocole clairement à cet endroit et pas ailleurs, puisque nous ce qu'on attend c'est des résultats globaux de synthèse sur les plantes, les champignons, les lichens, les pompiles, les fourmis, etc. sur ces sites-là. Donc voilà, il y a parfois des difficultés. Et dans l'autre sens, pour reprendre exactement la même expédition, j'ai fait venir, moi, des amateurs dans cette expédition dont vous avez entendu parler, Santo 2006, qui a impliqué 175 chercheurs d'une
25 nationalités. Bon, moi, j'étais responsable de la partie terrestre et au sein de la partie terrestre d'un programme Ibisca. J'ai fait venir dans ce programme Ibisca 2 amateurs clermontois, dont un qui a un BEP. L'autre était en formation en master d'entomologie, mais à la base, c'est un naturaliste amateur. Eh bien, j'ai eu une lettre d'insulte, une véritable lettre d'insulte, je ne dirais pas de qui, mais de quelqu'un qui appartient à la science académique, protestant du fait qu'il représentait la science officielle, qu'il appartenait à une institution prestigieuse, que sa candidature avait été refusée et qu'on avait fait venir des gens qui n'avaient aucun cursus et que c'était un scandale. Je ne dis pas la teneur de la lettre que je lui ai envoyée en retour, qui a été assez salée. Mais voilà, simplement pour dire que ces résistances existent encore. Et donc, il faut faire tout notre possible, effectivement, pour les rompre, pour les briser et pour aller de l'avant. Mais je pense que des deux côtés, il y a des efforts à faire. Il faut communiquer, il faut trouver un point d'accord. Et donc, dans un projet commun, il faut qu'il y ait des intérêts communs. Et il faut donc avoir en amont une discussion sur les intérêts communs et ne pas laisser certains secteurs dans l'ombre, c'est-à-dire dire clairement ce que l'on attend d'un côté et de l'autre et faire du win-win, quoi, du gagnant-gagnant. Merci. Il y a une question là et puis une autre là. Bonjour, Philippe Lévesque, France Nature Environnement. Je voudrais témoigner d'une expérience que j'ai menée dans ma région sur la formation des bénévoles. Ma région, c'est la Haute-Normandie, avec une vieille société de sciences naturelles qui est la Société des Amis des Sciences du Muséum de Rouen. En 2004, il restait 3 botanistes, je dirais à peu près formés, au sein de la société, dont j'étais le plus jeune. Donc j'en ai eu marre de jouer les dinosaures et j'ai lancé en fait une formation donc avec un ensemble de bénévoles, une trentaine de stagiaires que j'ai formés sur 4 ans à raison d'une session par mois, des sessions en salle l'hiver, des sessions de terrain en bonne saison. Ce qui fait que maintenant on a recréé en fait une communauté de bénévoles, de botanistes bénévoles dans la région. Bon, ça n'a pas été simple. C'était un gros investissement pour moi. La première année, nous avions eu le soutien de la région qui nous a su créer les financements après. Voilà, les pouvoirs publics sont pas toujours là pour nous aider, pour participer à ce type de travail. La science officielle, je dirais la science universitaire, ça serait peut-être bien qu'elle soit un petit peu plus aussi là-dedans dans les associations, parce que c'est quand même les associations qui aujourd'hui, il faudrait le dire, font l'essentiel du travail de formation naturaliste en France, pas que sur la botanique. Sinon, bon, je crois que ça serait effectivement donc un atelier, peut-être quelque chose à creuser au niveau de Tela Botanica, de favoriser l'émergence de ce type de groupe un peu partout en France. Voilà. Merci beaucoup. Devant. Florent Lamiot, je travaille à la direction environnement du Conseil régional Nord-Pas-de-Calais dans un service qui s'appelle Animation scientifique et technique. Alors, j'aurais un petit témoignage personnel. J'ai eu là une chance extraordinaire il y a quelques années de pouvoir participer à la fin d'une expédition du CNRS en Guyane. Enfin, même pas une expédition, c'était dans le cadre de l'étude d'impact du barrage d'EDF Petit Saut. Et donc on était plusieurs totalement bénévoles et incompétents en matière de jungle, si j'ose dire. Et plusieurs d'entre nous, alors tout à fait par hasard, avons découvert des espèces qui n'étaient pas connues en Guyane. Et voilà. Et il y a une chose que vous avez évoquée, qui est que dans les parataxonomistes, vous utilisez des gens qui sont locaux. Alors moi, j'ai d'autres expériences que je n'ai pas le temps de citer là, mais en France, où vraiment des agriculteurs locaux, des gamins de 5 ans ou de 10 ans, ont fait émerger des informations capitales. Par exemple, les 3 sites les plus pollués que je connaisse, dont un qui est un record du monde, ont été découverts par des citoyens. Alors que les propriétaires de ces sites, vous voyez qu'il n'y a plus rien qui poussait depuis 80 ans, c'était des armes chimiques qui avaient été détruites après la guerre, par exemple. Voilà. Donc il y a ça. J'ai un autre cas où un géologue expert est venu faire une étude. Pas de chance, c'était pendant un record de sécheresse, en plus sur un plateau de nappe perchée. Il a posé des piézomètres, pas de chance une deuxième fois. Il est tombé dans des puits de cryoturbation qui étaient des zones où en fait où l'eau passait dans les nappes de sable qui étaient en dessous. Donc d'après son étude, tout était sec, on pouvait faire passer une route sans problème. Il y a 20 ou 30 personnes à sauce locale notamment qui ont dit non, habituellement il y a de l'eau, regardez les espèces qui sont là sont bien indicatrices de zones humides. Voilà, ils ont fait la route, tout s'est écroulé, ça a doublé le prix de la route. Et donc les amateurs n'ont pas été pris en compte parce qu'ils étaient des amateurs. Voilà. Et une dernière question, en sciences participatives ou dans les wikis, il y a un phénomène qu'on constate souvent qui est ce qu'on appelle la serendipity en anglais, qui est l'émergence de choses qu'on ne s'attendait pas à trouver. Alors moi,
C'est un peu ça. Par exemple, quand on travaille avec des amateurs locaux, parfois, ils nous font découvrir des choses qu'on ne s'attendait vraiment pas à trouver. Est-ce que vous avez des expériences ou des choses là-dessus? Est-ce que vous avez l'impression de travailler avec des amateurs, entre guillemets, qui ne sont pas des scientifiques, mais qui connaissent le terrain, vous ont fait avancer sur des pistes que vous n'auriez pas explorées autrement? Bon, cette question fondamentale plonge nos participants dans une grande perplexité. En attendant qu'ils trouvent peut-être quelques exemples, je vais... Si, bon, je peux donner quelques mots là-dessus. On a certaines orchidées qui sont non chlorophylliennes de sous-bois et qui sont peu fréquentes, mais qui ont été mises en évidence par des amateurs, et ça permet de découvrir des systèmes de symbiose assez particuliers, des transferts au niveau des fluides métabolites entre les champignons et d'autres végétaux qui sont originaux. Donc il y a une connaissance de la diversité très fine des espèces qui peut permettre de mettre le doigt sur des mécanismes biologiques derrière intéressants. Alors, merci beaucoup. J'ai deux personnes qui veulent intervenir là et une femme qui est de l'autre côté. Allez-y. Bonjour, donc moi je m'appelle Jean-Sébastien Rousseau-Pillot, je viens de Belgique. J'expliquerai demain un peu différentes opérations de sciences citoyennes qu'on organise là-bas. Mais j'aimerais d'abord témoigner rapidement des mêmes problèmes que vous avez déjà évoqués. Donc le problème des différences entre amateurs et experts et de la non-acceptation par les scientifiques du travail des amateurs. Bon, chez nous, certaines opérations sont carrément totalement dénigrées, ce qui fait que finalement on ne trouve aucun moyen pour exploiter les données, alors qu'elles sont, j'en suis totalement convaincu, très intéressantes. Je vous présenterai quelques exemples demain. Mais donc il y a quasi aucune collaboration du monde scientifique. Jusque maintenant, pour la première fois, on a eu un étudiant qui a fait un mémoire sur les données récoltées pendant 6 ans d'oiseaux aux mangeoires en hiver. Donc c'est vraiment le tout premier pas d'un lien entre les universités et ce genre de collecte de données, en tout cas pour la partie francophone de la Belgique. Maintenant, je voulais poser une question par rapport à Phénoclim, plus particulièrement. Donc, je suis également confronté dans les opérations qu'on met en place chez nous au retour vers le public participant. Donc, c'est pas évident de leur donner des informations en retour puisque l'analyse est très problématique. Et j'étais assez impressionné par ce que vous avez fait. Et je trouve que développer des outils pédagogiques par rapport aux données récoltées et donc toucher le monde enseignant, peut-être, ça me paraît très intéressant. Mais pour mettre en place de tels outils, il faut quand même toute une équipe. Donc j'aurais voulu savoir précisément combien vous êtes pour mettre ça en place ou comment vous vous y prenez. Et j'aimerais peut-être lancer une idée, c'est que finalement tous ces outils tous ces outils informatiques finalement risquent d'être très similaires partout dans toutes ces opérations, que ce soit les outils de collecte des données, géolocalisation, encodage, mais également les outils de retour graphique, cartographie, etc., etc. Et ce serait peut-être intéressant, plutôt que de développer chacun de son côté des petits outils et de se les garder, de réfléchir peut-être à plus grande échelle à développer des outils qui pourraient être utilisés un peu partout. Ça permettrait peut-être aussi de standardiser mieux la collecte des données et de pouvoir utiliser ces données à des échelles plus grandes qu'un département, un pays. Et donc voilà, c'est une idée que je lance comme ça, on pourra en rediscuter dans les ateliers. Voilà. En quelques mots, si vous pouviez me dire un peu combien vous êtes, quels moyens vous avez pour développer ce que vous avez développé autour de la phénologie des plantes. Merci. Oui,
Avant juste de passer la parole à Floriane pour vous répondre, je vous indique qu'il y a 2 ateliers qui sont les ateliers 5 et 5 bis sur les outils justement. Et peut-être que Jean-Michel Cornu et Laurent Marceau pourraient bien noter votre réflexion et pouvoir éventuellement le mettre en débat dans les ateliers sur un outil qui soit non seulement collaboratif, mais qui soit aussi mutualisé peut-être entre les différents programmes. Je trouve que tout à fait, c'est une très bonne idée. Floriane ? Oui, alors peut-être pour vous rassurer, au CREA, on n'est pas beaucoup, on est 5. C'est une association avec 5 employés permanents, sachant que sur ces 5 employés, il y a des chercheurs, donc qui ne passent pas non plus l'essentiel de leur temps à s'occuper du développement de ces outils. Et on a fait appel à une personne extérieure qui est venue nous aider un petit peu sur le développement même, la programmation qu'il y a derrière ce que vous avez vu. Donc c'est sûr que ça demande un petit peu de travail initialement, mais on n'est pas tant que ça, et je pense que c'est possible quand on a la volonté dès le début initialement de s'orienter tout de suite vers ça et d'y consacrer du temps et de penser que ça a autant d'importance que tout le reste dans le développement de ces programmes. Donc ça demande un temps de conception initiale de programmation, c'est vrai, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois que la conception a été faite, les personnes qui participent rentrent leurs données en ligne sur Internet, donc ils rentrent la date de débourrement de leur Lila, par exemple, sur Internet, et automatiquement, cette information est traitée et apparaît en temps réel sur le site. Donc ce que je veux dire, c'est qu'une fois que le développement a été fait, ça fonctionne en automatisme, et dès qu'une personne met à jour ses données, ça met à jour les outils que vous avez vus. Pour les stations météo, c'est un petit peu différent. Alors là, c'est des données sur les dernières générations de stations qui sont récoltées toutes les 15 minutes par les stations et envoyées toutes les heures par le réseau de téléphonie mobile. Donc c'est pareil, une fois que la programmation est mise en place, c'est quelque chose qui fonctionne en autonomie. Dire qu'en effet, sur ce second outil, sur les stations, on a été soutenu par du mécénat privé, par la Fondation Somfy sur la conception, la réalisation elle-même des stations, mais aussi par un enseignant de lycée professionnel très motivé qui a beaucoup participé à la conception de ça. Donc je dirais que c'est un investissement initial qu'il faut choisir de faire en temps à un moment donné, mais après ça a l'avantage de tourner en autonomie. Juste peut-être pour compléter la question qui a été faite, tu as dit à un moment donné, on est sur un pas de temps, on a bien compris, sur les changements climatiques qui dépassent la dizaine d'années, en tout cas pour être pertinent, ou 10 ou 20 ans, et votre programme commence il y a à peu près 5 ans. Donc il faut fidéliser ce réseau-là pour que, au bout de 5 ans, ça ne s'arrête pas. Et il faut gérer ce turnover aussi des participants inévitable à cette échelle de temps. Alors ma question, tu as à moitié répondu en disant tout à l'heure dans ton exposé, une manière aussi de fidéliser, c'est de faire du retour vers eux. Et ce retour vers eux, par exemple, tu as donné quelques exemples sur un début de tendance. Alors moi, je suis partagé parce que je trouve qu'à la fois la préoccupation, elle est vraiment pas simplement bonne, elle est indispensable. Ce retour et cette discussion qui génère les premières données. Simplement, en termes de contenu scientifique, en fait, qu'est-ce que tu montres ? Est-ce que à 5 ans, qu'est-ce que tu montres ? Tu montres de la fluctuation ou tu montres une vraie tendance ? Là, il y a vraiment une question entre finalement une préoccupation tout à fait souhaitable et un contenu sur lequel je m'interroge. Alors, à 5 ans, on ne montre pas l'impact du changement climatique, c'est certain. Seulement, on permet déjà de comprendre pourquoi est-ce que les gens suivent la phénologie pour comprendre le changement climatique. Il y a plein de gens, ils font ces observations parce qu'ils sont intéressés, ils ont envie de donner un coup de main, ils les font, ils ne savent pas forcément ce qu'on en fait et en quoi la phénologie est un indicateur du changement climatique. Donc déjà, l'idée, c'est qu'ils fassent un lien sur comment évolue cette phénologie. Donc en montrant 2 années différentes, chaudes et froides, on montre bien sûr pas le changement climatique, mais on montre le lien très proche qu'il y a entre température et phénologie. Et après, autre chose qui est très intéressant, parce que nous on s'intéresse aux zones de montagne, on montre aussi comment cette phénologie varie le long d'un gradient d'altitude en montant en altitude. Donc bien sûr, derrière ces outils, il n'y a pas du tout écrit, en analysant ces outils, vous comprendrez l'impact du changement climatique, mais déjà vous comprendrez en quoi la phénologie est un bon indicateur et en quoi, pour quelles raisons vous faites ça au quotidien, et on espère que sur le long terme, ça amènera des résultats. Oui,
cette pédagogie me semble tout à fait indispensable quand on voit le discours public. Chaque fois qu'il y a une tempête, une tornade ou je ne sais, c'est évidemment lié au changement climatique. La chose est parfois bien plus compliquée. Il y avait une question là-haut. Est-ce que vous avez... Bon, actuellement, d'accord, ok. Ça a changé de bord. Très bien. Donc, Claudiane Bauer de la Fondation Sciences Citoyennes. Très contente d'être parmi vous. Aujourd'hui, je voulais revenir sur cette discussion qu'on a commencée sur qui est expert aujourd'hui. Et je crois ce qu'on témoigne avec l'arrivée des sciences citoyennes, qu'il y a aujourd'hui ce qu'on appelle les pro-am, les amateurs professionnels. Et comment ces amateurs professionnels, ils ont émergé, souvent quand même par un souhait des individus qui se sont soit dans une démarche individuelle, soit dans une démarche dans une association, ont acquis des connaissances absolument formidables, justement sur parfois des thématiques très très précises, souvent quand même aussi dans une vue plus globale de la problématique qui va avec. Et de l'autre côté, on a effectivement ces bénévoles qui arrivent dans des projets qu'il faut former et tout ça. Donc je crois, ce qui est intéressant dans les sciences citoyennes, qu'il y a les deux. Il y a des amateurs, et vous avez évoqué ça, qui ont un formidable savoir, qui sont une source de connaissances absolument faramineux, et qui vont parfois au-delà de ce que savent certains chercheurs, ce qui est complètement normal, parce que le chercheur, souvent, il travaille plus dans un laboratoire, il a aussi ses contraintes hiérarchiques, institutionnelles et tout ça, et toute une formation scientifique qui nous invite quand même aussi d'avoir une certaine approche à des questions, et ces approches ne sont pas forcément les mêmes pour les amateurs professionnels ou experts qui viennent de l'extérieur. Donc du coup, ce travail en commun entre chercheurs et amateurs ou experts extérieurs de la science telle qu'on la connaît aujourd'hui, la science institutionnalisée, donc ce ne sont pas les mêmes approches. Et c'est ça, je crois, où il y a aussi le défi à la recherche aujourd'hui et l'intérêt de cette science citoyenne, parce qu'elle va dépasser des barrières que nous, on connaît dans la science institutionnelle, par des disciplines scientifiques dans lesquelles on se retrouve et tout ça. Donc la science citoyenne, elle peut aussi apporter toute une complexité à des questions qu'après, il faut voir comment on peut les formuler en questions scientifiques. Donc toute la question est qu'est-ce qui est vraiment important à faire dans ces projets. Et donc c'est un processus dans les deux sens. On n'est plus du tout dans ce dialogue qui est quand même souvent unilatéral, le chercheur qui sait et qui va donner son savoir à ceux qui ne savent pas et qui doivent comprendre. Donc aujourd'hui, le chercheur qui veut s'engager dans des projets de sciences citoyennes est aussi obligé de changer son attitude et de se mettre dans une position d'acceptation, d'apprentissage mutuel. Je crois que c'est un point très très important pour tous ces projets. Et je voulais juste revenir, parce qu'il me semblait que c'était aussi un point au début de vous, il y a très peu d'experts qu'on trouve encore dans la recherche institutionnelle qui peuvent faire ces recherches parce qu'il y a peu de financement. Et je crois là, on touche aussi à un point très sensible de fonctionnement de la science aujourd'hui. Ça veut dire toute la question de la valorisation économique directe du savoir scientifique aujourd'hui, où on voit très bien la biodiversité, bien sûr, elle rentre aujourd'hui dans les divers discours politiques, officiels et tout ça, sachant en parenthèse que si on s'intéresse aujourd'hui à la question de la biodiversité, ce n'est pas seulement parce que les chercheurs ont demandé de s'y intéresser, parce que c'était important. Non, c'est aussi des citoyens, à travers leur implication dans des associations et des ONG, que ce soit au niveau national ou international, qui ont dit qu'il faut aujourd'hui s'intéresser à la biodiversité. Donc on est dans une double approche à la biodiversité, à la fois dans les projets et aussi sur un niveau politique, qu'il faut aujourd'hui intéresser à ces questions. Et si aujourd'hui on a du mal à avoir des projets de sciences citoyennes en biodiversité, c'est aussi parce que le financement de la recherche va dans d'autres domaines, que ce soit la biotechnologie, les nanotechnologies, l'aérospatiale, le nucléaire et tout ça. Donc ce sont des vraies questions politiques qui se posent aussi derrière. Merci Claudia. Romain voulait peut-être apporter quelques éléments également sur le sujet. Oui, je ne partage pas beaucoup de points de ce que vous avez dit. Et je crois qu'il y a, par rapport à ce qui a aussi été mentionné par dans d'autres questions, je pense qu'on est dans un peu un changement de rapport entre science, société,
avec, dans le cas de la biodiversité, l'échelon intermédiaire qui sont effectivement ces amateurs, ces naturalistes amateurs. Un schéma qui était effectivement assez hiérarchique, je pense, où le public ignorant était des naturalistes amateurs et des scientifiques, et on imagine un ascenseur parce qu'on a la volonté de monter d'un niveau. Ça, manifestement, ça ne marche plus, et le symptôme, c'est le vieillissement des experts professionnels naturalistes. Et donc, je crois que le nouveau schéma, c'est plus le partenariat qui peut exister entre ces trois composantes, où on n'est plus dans un rapport hiérarchique, mais vraiment d'échange et de partage, où et effectivement le public et les naturalistes amateurs, experts, plus ou moins professionnels, et puis les scientifiques qui ne sont plus qui n'ont plus ces connaissances souvent naturalistes, mais qui ont un autre rôle à apporter au système. Donc c'est un peu ce schéma-là qui me semble être celui vers lequel on va et d'avenir. Peut-être en complément, mais sous forme de question, Romain, moi j'ai une question sur un projet qui est, je crois, à venir et qui concerne notamment les apinés, les abeilles. Et je crois qu'il y a un projet d'observatoire des abeilles qui existe. Typiquement sur ce genre de projet, en fait, qui en est à l'initiative? Est-ce que ça, c'est parce qu'aujourd'hui tout le monde en parle des abeilles et que c'est un genre de préoccupation lot commun au niveau de la société? Ou est-ce que ça répond vraiment à un besoin scientifique, ce qu'on peut aussi supposer? Et dans ce cas-là, pourquoi ça a mis autant de temps à émerger, ce type de projet? Et tu vois, j'ai une question un peu complémentaire. Par exemple, je vois qu'il n'y a rien en France sur les arachnides. Est-ce que parce que, pareil, il n'y a pas de... Voilà, a priori, il n'y a jamais eu de demande, par exemple, qui a été faite au muséum, dans ce sens-là, de créer un réseau d'observatoires autour de ce groupe-là? Est-ce que parce que c'est trop compliqué? Pour m'intéresser un peu aux araignées, je sais que c'est particulièrement compliqué sur les déterminations, donc voilà, pratiquement ça pose bien des difficultés. Alors même, je crois qu'il y a des projets et des programmes, plus exactement, qui existent, et depuis un bon moment, à l'échelle de l'Amérique du Nord sur les arachnides. Donc voilà. Je dirais que vu de l'extérieur, la science citoyenne ou science participative, ça a l'air très simple. C'est un protocole qu'on propose au public qui va adhérer largement et envoyer ces données qui sont analysées, des retours, etc. En fait, c'est toute une alchimie beaucoup plus assez complexe, parce que il faut que ça marche, il faut que ce qu'on propose corresponde à une pratique, à une attente, à quelque chose qui va faire que l'observateur va participer. Et bon, je vous ai présenté des choses qui marchaient, il y a aussi des choses qui marchent beaucoup moins bien. Et donc on apprend aussi à l'usage. Et donc il faut trouver ce trio entre le réseau d'observateurs, la manière dont on va collecter les données, et puis comment organiser l'animation autour de tout ça. Et donc c'est ça qui va faire que ça peut marcher. Donc c'est pas si évident que ça. Après, le résultat, c'est le résultat de beaucoup d'opportunisme et de pragmatisme. Donc les abeilles, on ne sait pas encore si ça... Les abeilles ou les insectes pollinisateurs, là, pour ce qui me concerne plus directement, on verra si ça marche. Pardon, il faut que je parle dans le micro un peu plus. Pour l'instant, il faut c'est un ensemble de partenariats à trouver pour... le muséum tout seul ne peut pas le faire. Les amateurs tout seuls, je pense, actuellement... s'organiser en termes de suivi à une grande échelle, c'est très compliqué. Donc c'est un partenariat à trouver avec des animateurs qui permettent de lier ça. Sur les araignées, c'est un formidable modèle, parce qu'il y a une diversité d'espèces qui est incroyable. Il y a des moyens aussi assez simples de mesurer les araignées sur la diversité d'étoiles ou des choses comme ça, qui peuvent du coup balayer différents publics. Et à nouveau, il faut trouver
il faut trouver toute l'alchimie qui permet de mettre ça en place. Il y avait donc une question au bout là-haut. Voilà, vous avez le micro, très bien. Oui, bonjour, Sylvain Lambert, association Terra Biodiversita. Je voulais faire un petit retour sur la question de la formation et de l'importance de la formation. Je suis persuadé que la formation des participants, c'est vraiment une clé dans la réussite d'un programme de sciences participatives. Et je vais vous donner un exemple et une réflexion. On avait mené l'année dernière un programme qui s'appelait Suivons la biodiversité, qui était en fait un cycle de sorties, de mini-formations autour de programmes participatifs pour inciter les gens à participer à ces programmes. Donc pas des programmes qu'on gère nous, c'était des programmes gérés comme Phénoclim par exemple, ou comme les enquêtes participatives de l'ONEM. Donc des programmes qui paraissent relativement simples d'accès. On n'a pas l'impression qu'il y a besoin de former les participants, entre guillemets, parce que c'est des données relativement simples à collecter. Et pourtant, quand on fait ces sorties, ces mini-formations, on se rend compte que ça permet vraiment aux gens de se mettre le pied à l'étrier. Ils ne se sentent pas forcément d'y aller tout seuls. Ils ont besoin d'une petite impulsion, ils ont besoin d'un petit conseil pour pouvoir se mettre le pied à l'étrier. Et on a vu qu'à chaque fois, ça a apporté de nouveaux participants ou de nouvelles données à ces programmes. Donc ça, c'est une expérience. Et je pense que pour des programmes plus complexes, comme par exemple le suivi temporel des oiseaux communs, ça peut aussi apporter, je pense qu'on pourrait très bien imaginer des formations pour participer à ce genre de programme, puiser dans le vivier des ornithologues. Je connais un certain nombre d'ornithologues qui seraient compétents pour participer au stock, mais encore une fois, qui ne se sentent pas de s'y lancer. Et je pense que là, organiser des sessions de formation pour participer à ce type de programme, ça pourrait être intéressant. Un autre exemple, le programme STERF, qui est un programme de suivi des papillons de jour, qui est un programme assez complexe, qui est un programme qui a un peu du mal à démarrer en termes de nombre de participants. Là, je pense aussi que puiser au sein du vivier un peu des gens qui participent à l'Observatoire des papillons de jardin, les former un peu beaucoup peut-être, je ne sais pas, pour leur mettre le pied à l'étrier, pour qu'ils puissent participer à ce programme plus complexe, ça pourrait être pertinent. Et là, comme il n'y a pas de formation naturaliste qui existe au niveau universitaire, là, je pense que ce serait vraiment intéressant que les gens qui gèrent des programmes de ce type-là s'associent à des réseaux d'associations naturalistes locales pour organiser ce type de formation. Moi, je pense que ça permettrait franchement de développer beaucoup plus largement la participation à ce type de programme. Merci. Et juste pour finir, si vous intéressez au problème d'information, c'est quelque chose dont on parlera dans l'atelier 3 cet après-midi que j'animerai avec Florian. Tout à fait, merci beaucoup. Florian veut justement intervenir là-dessus. Puisqu'on a parlé plusieurs fois de formation, je partage tout à fait ce que vous dites, mais je vais faire l'avocat du diable. Lorsque j'ai fait des entretiens avec certains managers de programmes de sciences citoyennes, il y a un moment, je dis dans le cours de parole, je dis, mais vous n'avez pas, il y a des différences de formation entre les personnes. Est-ce que ça n'introduit pas des biais? Donc, je parle à quelqu'un qui fait des statistiques, il me dit, mais justement, il y a un fort turnover. Donc, la question de la formation ne se pose pas, puisque statistiquement, c'est lissé. Donc, la donnée la plus robuste, finalement, c'est celle où il y a un fort turnover, et donc la question de la formation initiale est lissée, ne se pose pas en ces termes-là, statistiquement parlant. Donc, je crois que c'est assez complexe quand on fait des relevés comme ça quantitatifs. Et il faut prendre en compte cette complexité. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais voilà, quoi. Enfin, la question de la formation n'est pas seulement posable en termes de on veut des citoyens éclairés, des gens qui aient une connaissance technique de la chose. Le dispositif de sciences citoyennes permet aussi de se passer de cette question-là dans certains cas. Romain, vous voulez compléter? Oui, je crois que c'est très, très intéressant votre point de vue. Il faut distinguer, en fait, je crois, la formation pour acquérir des compétences techniques et des compétences pratiques qui permettent de faire des observations de qualité, de finalement, dans votre témoignage, l'obstacle qui est de ne pas participer vers la participation et qui peut être tout simplement réaliser que c'est très simple en fait de participer à compter des papillons ou à compter des oiseaux quand on est déjà ornithologue. Et c'est peut-être ce petit obstacle sur lequel il faut travailler, qui permettrait déjà de beaucoup augmenter le réseau à partir des compétences disponibles.
Oui, donc pour compléter très brièvement, on voit qu'il y a des avis assez divergents sur la formation. Je pense que ce qui n'a pas été mis en avant, ou peut-être que de manière sous-jacente jusqu'à présent, c'est qu'il y a des programmes qui sont très différents en termes de contenu, et donc qu'on des publics très différents, qui ont eux-mêmes des attentes qui ne sont pas les mêmes. Pour donner 2 exemples éloignés, je pense qu'en effet, pour participer à un programme comme Stock, là, on s'adresse vraiment à des naturalistes, à des ornithologues amateurs qui ont des vraies compétences déjà à l'origine, qui éventuellement sont en demande de plus de formation pour les développer. Ça, je ne sais pas, ce sera plutôt à toi de nous le dire. Et des programmes comme le nôtre, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, voir un bourgeon qui s'ouvre, on nous donne une photo, on regarde, et c'est finalement assez simple. Ça ne veut pas dire que les gens qui participent n'attendent rien. Souvent, ils sont ravis de nous rencontrer, d'avoir d'autres occasions d'échanger avec nous, mais pas forcément sur la modalité de la formation. Ils n'ont pas forcément tous envie de devenir des spécialistes, mais c'est juste que ça les intéresse d'avoir cette relation et ce contact-là. Donc voilà. Merci beaucoup. J'ai une question. Oui, bonjour, Jérémy Alain de l'association Vivement Nature, association naturaliste du département des Côtes-d'Armor. En fait, moi j'avais une question, parce que je travaille actuellement sur un projet de développement de sciences participatives avec l'implication des naturalistes, mais aussi des grands publics qui démarrera en début d'année prochaine pour l'année internationale de la biodiversité. La question que j'avais surtout, c'est une question que je souhaiterais poser à Romain Julliard et à Floriane Massian sur ce que l'on a déjà un peu évoqué, sur la fidélité des observateurs d'une année sur l'autre, sur le turnover constaté, et puis voilà, et aussi sur l'évolution du nombre des participants. On s'aperçoit des fois que lorsqu'on lance une opération qui est bien reliée par la presse, je pense notamment à l'opération Papillons et Jardins, menée conjointement par le Muséum et Noé Conservation. Il y a une augmentation assez importante du nombre de participants dès la première année, puis puis les autres années, c'est un peu plus calme. Donc je voulais avoir un peu un retour d'expérience de vos 2 expériences, Viginature et Phénoclim, qui par ailleurs je trouve très, très intéressant, que je ne connaissais pas, et je trouve que le retour direct que vous avez mis en place, notamment là sur Phénoclim, au niveau du site internet, est vraiment très, très intéressant. Donc voilà, juste avoir votre sentiment pour savoir où notamment nous on va et vers quoi on pourrait aller sur notre département. Merci beaucoup. Relativement court pour qu'on puisse prendre d'autres questions. Alors c'est un grand mystère pourquoi les gens adhèrent, pourquoi ils restent et pourquoi ils s'en vont. Donc effectivement, l'Observatoire des papillons de jardin, on a tout de suite eu 3500 observateurs, et ce chiffre est stable alors qu'il y a à peu près la moitié d'observateurs qui changent chaque année. Donc il y a un phénomène qui est la curiosité au départ, et puis ensuite il faut trouver le moyen de garder l'observateur dans le réseau. Ça veut dire qu'il doit s'approprier la problématique, qu'il doit et puis il y a je pense un gros effort à faire sur l'animation, c'est-à-dire qu'il faut renouveler ce qu'on propose, renouveler les regards sur les données, sur l'information, pour qu'il y ait que l'observateur ait toujours quelque chose à gagner à la participation. Alors nous, on est dans un schéma, je dirais, qui est un peu différent. On n'est peut-être pas la même taille de structure, donc au lancement, on n'a pas eu 3000 observateurs d'un coup. Par contre, le nombre de sites suivis n'a cessé d'augmenter, donc j'avais dû mettre les chiffres tout à l'heure, je ne sais pas si vous les avez vus. De mémoire, ça devait être une 50aine de sites suivis la première année, avec une augmentation chaque année, et avec 211 sites, je crois, il y avait pour 2008. Donc une augmentation régulière, j'en parlerai un peu plus déjà dans l'atelier tout à l'heure, mais qui cache en effet un turnover qui est très très important. Je vous donnerai les chiffres cet après-midi, mais en effet, au tout début du lancement du programme, on n'avait pas encore les moyens de mettre en place un vrai retour vers les participants, un vrai accompagnement, parce que ça se mettait en place progressivement. Et sur ces années-là, on avait un pourcentage de fidélisation qui était très faible. En fait, on le calculait en termes de nombre de personnes réinscrites qui avaient participé l'année d'avant et qui réinscrivaient. Et la première année, entre la première et la seconde année, c'était de l'ordre de 20 ou 25% seulement, un chiffre qui a largement augmenté quand on a commencé à travailler sur des choses à côté, mais on pourra en discuter plus longuement tout à l'heure. Voilà. Oui, Pierre Frappable, parc naturel régional du Luberon, en Provence-Alpes-Côte d'Azur. J'avais deux questions et puis une petite interrogation ou réponse peut-être à une observation qui a été faite tout à l'heure.
quelqu'un qui est à la tribune. La première, c'est que je crois qu'il y a une première question, je crois qu'il n'y a pas forcément, je n'ai pas forcément la réponse pour l'instant, mais je pense que c'est peut-être une question qui devrait être abordée dans un des ateliers cet après-midi. C'est pas celui où je serai, donc je pense que la question devrait y être abordée, peut-être que c'est déjà prévu d'ailleurs. C'est celle de la validation des données, du tri des données. Tout à l'heure, Bruno Corbara disait qu'effectivement, on va éliminer les données peu sûres. Je voudrais savoir techniquement comment on fait quand on a 5 ou 10 000 données pour trier celles qui ne sont pas bonnes. Voilà, ça c'est une question un peu technique, mais je crois qu'il faudrait avoir une question. Moi, personnellement, c'est une question que je me pose, notamment dans la gestion d'une base de données. Voilà, ça c'est la première question. La deuxième, concerne l'évaluation des recherches en termes, enfin, vu les critères d'évaluation aujourd'hui de la recherche, en particulier en France. Effectivement, mis à part peut-être, même certainement, le cas du muséum, je voudrais savoir comment les chercheurs arrivent à valoriser en termes selon les critères, je dirais, de l'évaluation de la recherche aujourd'hui, les travaux qui sont menés dans ce cadre-là, qui, pour ce que j'en sais, ne me semblent pas forcément tout à fait entrer dans le cadre de ce qui est considéré comme la vraie recherche. Voilà. Et puis, d'autre part, je voulais réagir un peu, peut-être de façon un peu polémique, dire la réponse qui a été faite tout à l'heure par la personne qui est au bout de la table tout à l'heure. Moi, je pense qu'il faut faire attention aussi de ne pas faire des réponses qui sont uniquement des réponses vues du côté des chercheurs, mais bien faire attention aussi d'entretenir la motivation. Je crois que si effectivement il y a un turnover important, c'est plus un problème, me semble-t-il, que quelque chose qui est normal. Je veux dire, il faudrait essayer de l'analyser, essayer de voir comment on pourrait diminuer ce turnover, essayer de fidéliser les participants. Et donc peut-être ça serait peut-être une autre façon de répondre, je dirais, à la question qui a été posée tout à l'heure. Est-ce que c'est un problème ou est-ce que c'est une contrainte? C'est pas tout à fait la même chose, mais à mon avis, effectivement, cette discussion, elle va alimenter. Je crois que c'est à la fois un problème et une contrainte. C'est une contrainte pour les scientifiques, mais pour les participants, je crois que c'est, enfin, pour la dynamique citoyenne, je pense que c'est un problème. Oui, enfin, il faut s'interroger sur le fait que quand on est amateur, est-ce qu'on peut s'engager comme ça sur plus de 10 ans? C'est vraiment une vraie question. Il y a des choix de vie aussi, il y a des gens qui changent de lieu. Enfin bon, je pense que c'est compliqué et plutôt, c'est pour ça que je le présentais plutôt sous forme de contrainte que de problème. Voilà, c'est juste pour. Avant de donner la parole à Floriane pour la première partie sur le tri, notamment par rapport aux erreurs, pour vraiment la deuxième partie qui était plus la validation scientifique, c'est vraiment l'objet d'un atelier. Donc, je propose que ce soit l'objet de cette discussion-là. Alors sur le tri, donc c'est propre à notre programme, hein, je ne veux pas généraliser pour tout le monde. Nous, il y a une première analyse qui a été faite des données de 2006-2007 qui est en cours de relecture, validation pour être publiée. À savoir que sur ces données-là, en termes des données d'observateurs, à moins qu'il y en ait vraiment une, quand on trace la courbe, on voit qu'elle est très très loin et elle est aberrante, il n'y a rien qui a été retiré. Et ce qui est intéressant du fait qu'il n'y ait rien qui a été retiré, c'est qu'il y a des... On a tracé en fait des courbes en fonction de l'altitude pour savoir le décalage en nombre de jours en fonction de l'altitude suivant les espèces. Et les moyennes qui sont obtenues pour chacune des espèces sont très proches de tout ce qui est obtenu dans des recherches institutionnelles qui sont faites par des chercheurs qui vont eux-mêmes sur le terrain. Donc sur ce genre de choses, la quantité apporte sur éventuellement quelques observations qui sont à côté. Oui, je voulais juste intervenir sur la deuxième partie de l'intervention malgré tout, parce que ce n'est pas seulement le problème de la validation, c'est aussi une façon de faire un peu amende honorable par rapport aux chercheurs. J'étais un peu dur en rebondissant sur ce que disait Bertrand Schatz, un peu sur le côté, et en donnant une anecdote des chercheurs, leur attitude par rapport aux amateurs ou aux amateurs éclairés, il faut quand même les comprendre, à savoir que la vie du chercheur il y a 30 ans et la vie du chercheur de maintenant n'est plus la même. Les pressions ne sont plus les mêmes. Ce qu'on demande à un chercheur, c'est clair et net. Alors, un enseignant-chercheur comme moi, ce qu'on lui demande, c'est deux choses, d'enseigner et de publier. Et de publier dans des revues à impact factor. Hein, dans ce jargon, ça veut dire des revues anglo-saxonnes, écrites en anglais, avec des impacts importants. Et pour publier dans ces revues, il faut obéir à des critères académiques, scientifiques, statistiques assez rigoureux. Et
c'est souvent assez difficile de concilier ce type de recherche, ce type de recherche citoyenne avec cela. Je prends simplement ce que j'ai vu là. Les résultats sont super intéressants. Moi, je les trouve super intéressants. Mais j'imagine qu'un référé de revue d'écologie internationale, un lecteur, qui a analysé un article dans lequel on lui explique qu'il y a un turnover aussi important des observateurs, etc., il va tout de suite pointer le doigt sur cet aspect méthodologique. Et ça va être une excuse pour refuser l'article. Donc, excessive difficulté de publier des articles qui sont générés avec des données générées de cette façon. Et il est clair que la pression sur les chercheurs, sur leur carrière, est très forte. Leur carrière est déterminée par le fait qu'ils publient ou pas. Donc moi, je comprends très bien, notamment les jeunes chercheurs, qui vont dire « Moi, vous êtes bien gentil, mais je ne peux pas. Je ne peux pas. » Voilà, c'est simplement. D'accord, Bruno. Juste, je te fais une observation, c'est que j'ai lu dans une publication à venir, qui est encore sous presse, je crois, de Vincent de Victor, qui doit être parmi nous et qui va animer l'atelier 1 bis. Il me semble qu'il indique dans sa publique qu'il y a 200 publications, oui, exact. Qui s'appuient au niveau international sur ces réseaux-là. Donc, c'est un obstacle, mais manifestement pas un empêchement. Cet obstacle peut être contourné. On peut aller au-delà de cet obstacle. Mais le problème, c'est qu'effectivement, ça demande un vrai travail. Et votre type de projet, moi, me ravit. Parce que ça demande effectivement un travail en amont, mais dans lequel, effectivement, il faut absolument envisager cette possibilité-là. En tout cas, il y a du grain à moudre pour au moins 2 ateliers, qui est les ateliers 1 et l'atelier 3, qui est le retour par rapport aux participants. J'ai une question ou une remarque, oui. Donc, bonjour, Karine Morin de Noé Conservation. Donc, je souhaiterais apporter mon témoignage concernant la formation des observateurs. Et en gros, donc, pour compléter Romain, donc l'expérience menée dans le cadre de l'Observatoire des papillons des jardins a montré qu'avec un bon accompagnement pédagogique, finalement, le taux d'erreur d'identification des espèces était très faible, étant de 5%. Et donc, par exemple, c'est en fournissant des fiches d'identification des espèces, des posters, des guides sur les papillons que finalement, les observateurs ne se trompent pas en identifiant les espèces. Il n'y a pas besoin de journées de formation pour les former à reconnaître les espèces. D'accord, merci pour la remarque. J'avais une autre question là, ou remarque, et puis je prends les derniers parce qu'on est déjà un petit peu tard. Donc, il y a une personne là devant. Et une troisième ici, et puis on va s'arrêter là pour cette matinée. Merci. Agnès Fortier, chercheur à l'INRA. J'avais une question pour Romain Julliard. J'aimerais savoir comment ce projet Vigie est perçu, par exemple, au sein du muséum. Dans une institution qui est quand même très académique, je voulais savoir comment un tel projet était perçu. Eh bien, de manière assez variable, des fervents supporters et puis d'autres qui sont plus sceptiques. Donc je pense que ça reflète à peu près la manière dont c'est perçu par la communauté scientifique d'une manière générale. Donc on a un soutien assez fort au-dessus de moi, de la direction du département d'écologie ou de la direction générale du muséum. Et puis d'autres collègues qui sont plus sceptiques. Oui, mais ça rentre dans les missions du muséum, ce qui n'est pas le cas des universités. Voilà, c'est vrai que une de nos missions, c'est d'alimenter des bases de données. Et donc, c'est vrai que la moitié de mon travail que je consacre à animer ces réseaux, participe de mon travail. L'autre moitié, c'est de valoriser ces données. Et ce sont des mines d'or scientifiques. Et on publie énormément de choses sur ces choses-là, de très bonnes revues. Donc, moi, je ne suis pas du tout dans le schéma que ces données sont difficiles à publier ou des choses comme ça. Je crois qu'il ne faut pas être timoré. Ce sont des données qui sont extrêmement riches. Oui, bonjour à tous. Je suis Michel Anglois de l'IRD. Je suis chargé de culture scientifique dans cette institution. Moi, j'avais un petit peu en amont de vos réflexions, parce que je ne suis pas du tout, évidemment, ni systématicien, ni botaniste, ni entomologiste, etc. Je suis plutôt sensible à l'aspect sciences citoyennes, comme c'est affiché dans ce colloque. J'avais simplement quelques remarques qui pourraient peut-être trouver un petit peu à être discutées au niveau des ateliers. La première chose, c'est que, par exemple,
les scientifiques, notamment en termes de sciences humaines ou en sciences pour le développement dans les pays du Sud, pendant nombre d'années, ont fonctionné un petit peu en circuit clos et ont été confrontés ensuite, dans une seconde période, à la nécessité de faire participer les citoyens, c'est-à-dire les populations locales, à la formulation, enfin tout au moins à la collecte et aussi au travail sur les observations des données. Et donc effectivement, ça rejoint votre perspective de ce que j'appelle plutôt science participative, en ce sens que disons que les projets qui ont été présentés cherchent, disons, plutôt à amplifier leur base d'observation, parce qu'évidemment, elles n'en ont pas du tout les moyens à leur simple niveau. Donc c'est effectivement un moyen tout à fait pertinent de pouvoir travailler en élargissant les populations observées. L'autre point qui me semble important par rapport à la terminologie, je dirais, citoyenne, est-ce que dans vos perspectives, vous concevez ces travaux dans ces projets plutôt comme des implications citoyennes ou simplement comme des participations dans des protocoles relativement bien déterminés sur lesquels il n'y a pas spécialement de possibilité d'intervention ou de modulation? Et je dirais que cette observation va un petit peu plus loin, en ce sens que, en ce qui me concerne, ce que j'appelle participation ou engagement citoyen, c'est aussi de pouvoir participer en amont à la définition, par exemple, d'un protocole ou à la définition d'un objectif de recherche. Et là, je rejoins pour conclure un petit peu là-dessus, sur un aspect dont a parlé Vincent Tardieu, sur une opportunité de développer un projet sur des observations de pollinisateurs en liaison avec l'abeille, par exemple. Il me semblerait peut-être intéressant de réfléchir à des montages qui soient un peu indépendants des pouvoirs publics et des institutions en question, notamment des institutions scientifiques, permettant de faire émerger des questionnements pertinents, par exemple la disparition des abeilles. C'est un questionnement pertinent qui suppose effectivement le montage de processus et de projets assez sérieux sur des collectes de données à l'échelle nationale et éventuellement même internationale, enfin européenne en tout cas, et qui permettrait qui supposerait de monter des sortes de collectifs entre chercheurs et citoyens pour faire émerger des projets de travail et des projets de recherche. Merci. Voilà, c'était une présentation commentaire, je pense. J'ai une dernière remarque ou question. Merci. Marc Chélan, je suis enseignant-chercheur au CEF. Oui, je suis enseignant-chercheur au CEF-CNRS et je coordonne une enquête sur le Midi de la France concernant les reptiles amphibiens et également d'autres groupes de vertébrés. Je voulais faire un commentaire sur le fait que pour moi les sciences citoyennes ne sont pas du tout, disons, quelque chose de moderne ou d'actuel. Les sciences citoyennes, elles se pratiquaient énormément au XIXe siècle. La constitution, par exemple, de toutes les grandes collections de musées, etc., était constituée en fait par des naturalistes, bien souvent amateurs, qui envoyaient des naturalistes voyageurs qui envoyaient vers leur ville ces collections, etc. De la même façon, toutes les sociétés savantes de l'époque, les sociétés linnéennes, etc., étaient rien d'autre, je dirais, que de la science citoyenne. Donc, je dirais, les débats que nous avons aujourd'hui entre amateurs, professionnels, etc., ça fait un siècle qu'on a ce type de débat. Ils ne sont pas du tout nouveaux, de mon point de vue. Ce qui est nouveau, et qui peut-être, disons, suscite un peu le trouble dont j'ai cru comprendre, c'est le fait, je dirais, d'un basculement, d'un changement. C'est-à-dire que jusqu'à présent, enfin on va dire jusqu'aux années 70, les sciences citoyennes étaient pratiquées essentiellement au sein de sociétés naturalistes, de ce qu'on appelle des sociétés savantes, sociétés orchidophiles, sociétés botaniques de France, sociétés ornithologiques de France, etc. Bon. Aujourd'hui, il est clair que en tout cas les jeunes générations n'ont plus cette tendance à faire partie de sociétés savantes. Essentiellement, je dirais, parce que les médias ont changé, parce que les outils ont changé, les médias ont changé. Jadis, il fallait faire partie de ces sociétés pour accéder à une information
à une information naturaliste et scientifique. Aujourd'hui, on peut le faire via le web sans du tout, disons, faire partie de ces sociétés. Donc, ce dont on discutait, je dirais, c'est un problème essentiellement de génération, c'est-à-dire qu'il y a certainement dans la salle, et j'en fais partie, une génération, je dirais, qui a fait partie, et qui fait toujours partie d'ailleurs de ces sociétés savantes, et puis une génération plus jeune qui ne manifeste pas forcément l'intérêt d'appartenir à ces sociétés. Mais cela dit, c'est une simple évolution technologique. Pour moi, c'est un gain absolument formidable aujourd'hui de pouvoir utiliser ces nouveaux outils. Mais voilà, c'est simplement pour moi une continuité avec un outil qui fait évoluer notre perception. Votre éclairage est intéressant et je crois qu'il pourrait nourrir effectivement la suite de nos discussions, mais il faut vraiment les terminer. Donc voilà.